La demeure en pierre d'Aix-en-Provence scintillait sous le soleil matinal, ses murs jaunes reflétant la douce lueur annonçant le jour du mariage. Fleuristes, décorateurs et invités arrivés en avance s'affairaient sans cesse, mais personne ne semblait aussi concentré que Claire Desforges, la mariée. La trentaine, le regard déterminé, elle passait en revue les détails avec la précision de celle qui porte la responsabilité d'unir deux familles traditionnelles. Sa robe était toujours suspendue là, intacte, attendant le moment parfait. Pendant que Claire parcourait la propriété pour vérifier la disposition des tables, son neveu, le petit Louis, 6 ans, courait autour d'elle avec l'énergie inépuisable d'un enfant qui ne comprend pas encore la portée symbolique d'un mariage. Il serait le garçon d'honneur, portant les alliances sur un petit coussin brodé par sa grand-mère. Pour Claire, qui avait toujours endossé le rôle de grande sœur protectrice, Louise était presque comme un fils. De l'autre côté du jardin, une silhouette plus discrète demeurait. Étienne Morel, le photographe engagé pour immortaliser l'événement. La quarantaine, le regard perçant et les pas silencieux, il observait chaque détail comme s'il assemblait un puzzle invisible. Peu bavard, il préférait saisir les émotions plutôt que les décrire. Son travail était réputé pour ses compositions inattendues, trouvant toujours des récits là où personne d'autre ne voyait rien au-delà du quotidien. Malgré les apparences paisibles, une tension palpable régnait sur la propriété. Les parents de Claire se disputaient sans cesse au sujet du nombre d'invités, et le marié, Marc, semblait agité, reprenant sans cesse le discours qu'il avait répété des dizaines de fois. La famille était réputée pour sa rigidité et ses traditions scrupuleusement respectées. La moindre imperfection était perçue comme un affront au nom des Desforges. L'atmosphère était pourtant empreinte d'une joyeuse anticipation. Jusqu'à ce que 2 heures avant la cérémonie, un changement soudain attire l'attention de tous. Le rire de Louis, si fréquent, s'éteignit comme brutalement. Le silence qui suivit était si étrange qu'Étienne lui-même leva les yeux de son appareil photo. Claire fut la première à remarquer l'absence du garçon. Il l'appela une fois, puis une autre, chaque fois d'une voix plus forte. Lorsque la grand-mère ne le trouva pas près des vestiaires des enfants et que le décorateur annonça que le garçon n'était plus dans le jardin, un malaise s'installa. En quelques minutes, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi les préparatifs. Le page avait disparu. L'atmosphère, jadis emplie de couleurs et de rires, se chargea soudain de bruits de pas précipités et de voix alarmées. La famille était partagée entre la recherche du garçon et les efforts pour préserver l'harmonie conjugale. La chaleur s'intensifiait, l'air devenait lourd, et même le chant des oiseaux sembla s'éteindre sous le poids de la tension croissante. Étienne observait tout attentivement. Il ne s'impliquait pas émotionnellement, mais la situation réveilla en lui un vieux malaise, quelque chose concernant les enfants disparus qui réveillaient des souvenirs qu'il préférait enfouir. Il suivait discrètement une partie du groupe qui cherchait le garçon dans le jardin latéral, enregistrant mentalement chaque détail. Des empreintes dans la terre sèche, des portes entr'ouvertes, les mouvements désespérés des invités. Quelque chose dans cette scène ne ressemblait pas à une simple négligence. Claire, de son côté, sentit son corps réagir avant même que son esprit ne saisisse la gravité de la situation. Chaque minute sans Louis semblait éroder les couches de sécurité qu'elle avait toujours crues inébranlables. Sa robe oubliée, son maquillage taché par les larmes qui s'obstinaient à monter, plus rien d'autre ne comptait. Elle organisa une recherche méthodique, ordonnant de vérifier chaque recoin, y compris la vieille écurie au fond de la propriété, inutilisée depuis des décennies. L'antagoniste, à cet instant précis, n'était pas une personne en particulier. C'était la pression familiale, l'écrasante responsabilité, la peur grandissante qu'un drame se soit produit en cette journée qui aurait dû être parfaite. Le soleil matinal rendait la situation d'autant plus ironique, comme si la nature était en décalage avec le désespoir humain. Les minutes se sont transformées en près d'1 heure, puis, brutalement, l'événement qui aurait dû marquer le début d'un nouveau chapitre pour la famille s'est mué en une tragédie inexplicable. Louis n'a pas été retrouvé ce jour-là, ni les jours suivants.
Pendant les 20 années qui suivirent, chaque membre de la famille Desforges porta l'ombre de cette disparition. Des enquêtes furent menées, des soupçons naquirent puis s'éteignirent, des culpabilités silencieuses commencèrent à marquer les esprits, et même la propriété finit par être associée non plus au mariage qui n'eut jamais lieu, mais au garçon disparu sans laisser de traces. Ce que personne n'avait imaginé, c'est que la clé de ce mystère ne résidait ni chez les policiers, ni chez les détectives, ni chez les spécialistes du comportement infantile. Elle avait toujours appartenu au photographe silencieux qui observait plus qu'il ne révélait. Et c'est Étienne, 20 ans plus tard, qui révéla finalement où Louis se cachait ce matin-là. Les années qui suivirent la disparition de Louis marquèrent profondément la famille Desforges. La maison, jadis synonyme de fête et de réunion, devint silencieuse, imprégnée d'un poids qui ne se dissipa jamais complètement. Claire, autrefois si vive et extravertie, se transforma en une personne plus réservée, analysant sans cesse les moindres détails, comme si elle tentait de reconstituer mentalement les instants qui avaient précédé la disparition de son neveu. Le mariage qui n'eut jamais lieu laissa des cicatrices invisibles, et la relation avec Marc, le fiancé abandonné par un destin cruel, se détériora jusqu'à disparaître en quelques mois. Marc s'installa à Lyon, cherchant à se reconstruire une vie loin de l'ombre d'Aix-en-Provence, tandis que Claire restait en ville. Elle se consacra pleinement à la restauration d'art, se spécialisant dans les peintures provençales des XVIIe et XVIIIe siècles. Chaque craquelure révélée par une vieille toile semblait refléter les failles qu'elle portait en elle. Restaurer des images brisées était, d'une certaine manière, sa tentative silencieuse de réparer ce qu'elle ne pourrait jamais retrouver. Au cours de ces 2 décennies, la France connut des mutations culturelles et sociales qui affectèrent également la famille. Aix devint encore plus touristique, avec ses marchés à la lavande, ses charmants cafés et ses expositions culturelles. La ville était en perpétuel mouvement, mais le domaine des Desforges demeurait figé dans le passé, intact, presque comme un mausolée émotionnel. C'est dans ce contexte qu'apparut un nouveau personnage important, Gabriel Duret, le neveu éloigné de Marc et l'un des rares amis que Claire autorisa à renouer avec elle. Gabriel était professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Avignon et spécialiste de la mémoire collective. Sa fascination pour la manière dont les sociétés appréhendent les traumatismes le rapprocha de Claire, quoique discrètement. Il ne chercha jamais à élucider les événements de ce matin de mariage, mais il sut toujours que ce fut un moment charnière de sa vie. À l'autre extrémité du récit se trouvait Étienne Morel, dont les relations avec sa famille furent quasiment rompues après ce jour funeste. Il continua à travailler comme photographe, mais sa carrière prit un tournant inattendu. Il se spécialisa dans la photographie documentaire de lieux abandonnés et d'histoires inachevées. Il devint célèbre pour ses clichés de absence. Portes entr'ouvertes, jouets oubliés, fenêtres semblant observer le vide. Son travail parut dans des magazines internationaux, mais il mena une vie recluse à Marseille, où il se consacra avec obsession à l'organisation de ses archives. Étienne ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant et participait rarement aux mondanités. Observateur solitaire, il se consacrait au silence. Pour ses collègues, il n'était qu'un artiste excentrique et distant. Pourtant, la disparition de Louis était devenue une ombre qu'il ne pouvait ignorer, même si sa conscience le répugnait à tout engagement émotionnel. Entre-temps, la propriété familiale, le manoir où tout s'était déroulé, subit des changements administratifs. Avec le temps, la matriarche mourut et la propriété revint à Claire et à son jeune frère, Julien, le père de Louis. Julien s'était complètement replié sur lui-même après la disparition, rongé par la culpabilité et des années d'enquête infructueuses. Il s'installa à Montpellier, tentant de se reconstruire une vie, mais ne parvint jamais à retrouver une routine stable. Son mariage s'effondra, il perdit son emploi et prit l'habitude secrète de collectionner des coupures de presse relatant des affaires similaires à celles qui avaient bouleversé sa famille. La distance entre Claire et Julien était presque symbolique. 2 frères et sœurs, prisonniers du même traumatisme, mais incapables d'avancer dans la même direction. Ils maintenaient des contacts sporadiques
et le manoir restait fermé, les visites se limitant à de brèves interventions d'entretien. 20 ans après la disparition, en plein été à Aix-en-Provence, Claire reçut une lettre inattendue. L'écriture était précise, presque désuète. À l'intérieur, elle découvrit une invitation à une exposition photographique à Marseille, signée d'Étienne Morel en personne. Le titre de l'exposition était troublant. Ce qui était caché quand personne ne regardait. Aucune explication, aucune justification. Juste l'invitation, la date et une courte phrase en bas. Il existe des vérités que seule la photographie peut préserver suffisamment longtemps. Le cœur de Claire se serra. Elle n'avait pas revu Étienne depuis la disparition de Louis. Pourquoi maintenant? Pourquoi une exposition au titre si évocateur? Tandis qu'elle fixait le papier, elle sentit une présence silencieuse s'installer à nouveau en elle. Cette même présence qui refaisait surface chaque fois qu'un détail du passé venait perturber son quotidien. La lettre était un geste anodin, mais d'un poids immense. Et ainsi, lentement, la vie des personnages recommença à graviter autour de leur point d'origine. Le passé semblait enfin prêt à se révéler. 2 jours après avoir reçu l'invitation, Claire décida d'aller à l'exposition. Il n'en parla ni à Julien, ni à Gabriel. Il garda la lettre dans son sac comme une preuve, conscient que toute intervention extérieure pourrait compromettre le cours inéluctable des événements. Le voyage jusqu'à Marseille se déroula dans le silence. Le train traversait les paysages dorés de Provence, mais Claire remarqua à peine les champs de tournesol et les toits de tuiles rouges. Son attention était rivée sur cette vieille impression qu'une pièce du puzzle avait enfin bougé. La galerie qui accueillait l'exposition était installée dans une ancienne maison industrielle rénovée du quartier de la Joliette. Les murs blancs étaient éclairés par des projecteurs braqués sur chaque photographie. Une odeur de peinture fraîche et de bois ciré flottait dans l'air, ponctuée par le murmure des visiteurs qui déambulaient lentement parmi les œuvres. C'était un lieu qui imposait le silence, non par obligation, mais par respect pour la nature de l'art exposé. Quand Claire entra, elle ne ressentit pas seulement un certain malaise, mais aussi une profonde reconnaissance. Chaque photographie semblait toucher à quelque chose d'intime, comme si Étienne avait saisi des fragments de souvenirs universels de perte et d'absence. Des grilles rouillées, des cours désertes, d'étroits couloirs où la lumière naturelle paraissait hésiter avant d'inonder l'espace. Il s'en dégageait une mélancolie organisée, presque mathématique, comme si chaque image avait été conçue pour évoquer des strates de souvenirs. Elle traversa le couloir, jusqu'au centre de l'exposition où une série de photos semblait isolée des autres. Une suite de 4 clichés, chacun montrant l'intérieur d'un lieu différent, une cuisine abandonnée, une chambre d'enfant aux jouets couverts de poussière, un escalier étroit et une cave aux murs de pierre. La lumière de chaque photo était précise, presque clinique, révélant des détails habituellement négligés. Fissures, poussière accumulée, empreinte de pas. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine, puis il entendit une voix basse derrière lui. « Je me doutais bien que tu viendrais. » Elle se retourna et aperçut Étienne à quelques pas. Le photographe paraissait plus âgé qu'elle ne s'en souvenait. Des rides marquées autour des yeux, une barbe grise mal taillée, les épaules légèrement voûtées. Mais il conservait ce regard attentif, qui semblait tout saisir avec une précision inébranlable. « Pourquoi m'as-tu envoyé ça ?» La voix de Claire était plus ferme qu'elle ne l'avait imaginé. Étienne mit quelques secondes avant de répondre. « Parce que je pensais que le moment était venu. » Il s'approcha d'un des tableaux, les mains dans les poches. Il observa l'image comme s'il n'en était pas l'auteur, mais un spectateur sur le point de faire une découverte. « Pendant 20 ans, j'ai essayé d'oublier ce jour-là, » a-t-il dit. « Mais certaines choses ne disparaissent tout simplement pas. Si vous savez quoi que ce soit, dites-le-moi. » Claire n'avait pas l'intention de minimiser l'urgence. Étienne prit une profonde inspiration, détournant le regard un instant. « Le problème, c'est que je n'étais jamais sûr de ce que j'avais vu. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai compris que j'avais peut-être photographié quelque chose que je ne savais pas interpréter à l'époque. » La phrase tomba entre eux,
comme une pierre. Claire sentit son cœur s'emballer, mais resta immobile tandis qu'Étienne la conduisait dans une petite pièce au fond de la galerie. Là, une unique photographie était exposée, plus grande que toutes les autres, encadrée de bois sombre. L'image était centrée sur le couloir latéral de l'hôtel particulier des Desforges, prise précisément le matin du mariage. Claire reconnut le sol en mosaïque, la lumière qui filtrait à travers les hautes fenêtres, et à l'arrière-plan, la porte de l'ancien abri à outils, un espace qui était toujours resté fermé à clé lorsqu'elle était enfant. « J'ai pris cette photo avant la cérémonie », dit Étienne d'un ton neutre. Elle examina chaque détail de l'image, mais rien n'attira son attention. Un couloir vide, une porte fermée, aucune silhouette, aucune ombre suspecte. « Rien, je ne vois rien d'ici », murmura Claire. Étienne s'approcha alors du tableau et désigna un minuscule détail dans le coin inférieur droit. Une silhouette grisâtre et mal définie, partiellement cachée dans l'ombre d'un pilier. « Cela, dit-il, n'était pas là lorsque j'ai regardé dans le viseur de l'appareil photo. Je ne l'ai remarqué qu'au développement des photos. Sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un bug, d'un défaut de l'objectif. » Claire sentit son souffle se couper. C'était un détail si insignifiant que n'importe qui aurait pu le négliger, mais pas quelqu'un qui portait en lui 20 ans de questions sans réponse. « Tu crois que c'est Louis ?» demanda-t-elle, presque sans voix. Étienne ne répondit pas immédiatement. « Je ne sais pas, a-t-il finalement dit, mais après toutes ces années, j'ai retrouvé les négatifs originaux. Il y a plus d'informations dessus qu'ici. » Cette révélation a ouvert une porte symbolique en elle. S'il y avait plus de photos, il y aurait plus d'indices, peut-être même des réponses. « Je veux tout voir, » dit Claire sans hésiter. Étienne hocha la tête. « Vous devrez alors venir à mon atelier. » Et ce ne sera pas une simple visite. Il la regarda comme on prépare quelqu'un à un voyage qui va tout changer. Parce que ce que j'ai trouvé dans les archives ne devrait pas exister. L'atelier d'Étienne se trouvait dans un ancien entrepôt rénové, près du port de Marseille. De l'extérieur, le bâtiment semblait abandonné, murs décrépits, hautes fenêtres étroites, portes métalliques rouillées. Rien ne laissait présager qu'à l'intérieur se cachait un espace méticuleusement organisé où le photographe conservait des décennies de travail. Claire ressentit un mélange d'anxiété et de détermination en y entrant, comme si elle franchissait une frontière invisible entre le quotidien et un passé figé. L'intérieur contrastait fortement avec l'extérieur. Des étagères parfaitement rangées, des boîtes cataloguées, des armoires numérotées. Au centre, une grande table en bois surmontée d'une suspension jaune. Dessus, une rangée d'enveloppes brunes, toutes étiquetées de date et de lieu. Étienne s'approcha d'une armoire fermée à clé et en sortit un classeur de négatifs, le manipulant avec une délicatesse presque religieuse. « Voici les photos originales du mariage », dit-il en posant le classeur sur la table. « J'ai tout développé la même semaine, mais de nombreux négatifs sont restés rangés. Je n'ai rouvert ce dossier que l'année dernière. » Claire observait les enveloppes avec une attention croissante. Elle dégageait une énergie familière, comme si chacune recelait une révélation potentielle. Pendant qu'Étienne préparait le projecteur de négatifs, elle parcourut lentement l'atelier. Sur une étagère, elle aperçut une collection de vieux appareils photo, chacun portant une étiquette. Paris, 1998, Lisbonne, 2005, Berlin, 2010, Marseille, 2019. L'un d'eux, cependant, a attiré mon attention. Aix-en-Provence. 2002 est l'appareil photo qu'Étienne avait utilisé le jour de sa disparition. Lorsqu'il alluma enfin le projecteur, la lumière emplit la pièce d'une douce lueur. Le premier négatif agrandi montrait le jardin avant la cérémonie, les invités se préparant à prendre des photos. Rien de suspect. Le second négatif montrait le couloir latéral du manoir, la même image exposée dans la galerie, mais à l'état brut. La silhouette était là, encore plus nette à l'agrandissement. Claire ressentit un malaise immédiat. La silhouette semblait trop petite pour un adulte, mais trop grande pour une enfant de 6 ans.
C'était une forme indéfinie, comme un corps courbé, ou quelqu'un qui essayait de se cacher de quelque chose. « Continuez », dit-elle fermement. Étienne a inversé le négatif. L'image suivante laissa Claire sans voix, l'intérieur de la chambre où Louis était censé s'habiller. Le coussin d'alliance gisait par terre, à côté d'une chaise, et un jouet, la petite voiture bleue que le garçon adorait, avait été renversé dans la précipitation. « Je n'ai pas pris cette photo », dit Étienne en fronçant les sourcils. « Elle est au milieu de la séquence. Mais ce n'est pas la mienne. » Claire se retourna brusquement. « Comme ça ? La composition est différente, la hauteur de l'appareil, la perspective. Quelqu'un d'autre a utilisé mon matériel ou a inséré ce négatif dans ma pellicule. L'information a été diffusée comme une explosion silencieuse. « Est-ce que quelqu'un a trafiqué la caméra ?» demanda Claire, sentant l'air se raréfier. Étienne prit une profonde inspiration. « J'ai laissé l'appareil photo dans le couloir pendant quelques minutes. Ça aurait pu être n'importe qui ce jour-là. » Claire pressa ses mains contre la table, tentant de contenir l'angoisse grandissante. Elle se souvenait de toutes les personnes présentes ce matin-là. Fleuristes, membres de sa famille, personnel du domaine, fournisseurs, tant de visages croisés au même endroit. « Le prochain négatif ?» a-t-il demandé. La troisième image agrandie était encore plus troublante. Elle révélait l'ancien débarras, celui dont Claire se souvenait qu'il était resté fermé à clé pendant des années. Le négatif montrait la porte entr'ouverte. Un mince rayon de lumière s'en échappait, laissant apparaître de la poussière en suspension dans l'air. « Ça ne devrait pas exister », murmura Claire. « Ce réservoir a toujours été scellé. »« Vous êtes sûr ?» demanda Étienne. Elle prit une profonde inspiration. « Absolument. » Soudain, une nouvelle tension s'installa. Il ne s'agissait pas seulement de la disparition de Louis. C'était l'incertitude quant à l'identité de ceux qui avaient eu accès à des lieux interdits ce jour-là. Claire s'éloigna de la table et se dirigea vers une étagère pour reprendre son souffle. Ses mains tremblaient légèrement. La pression du temps commençait à s'intensifier, et pas seulement à cause de l'avancement de l'enquête improvisée. C'était comme si tout dans ce studio conspirait à révéler quelque chose qui avait été enfoui trop longtemps. « Y a-t-il d'autres points négatifs ?» a-t-elle demandé. Étienne hocha la tête. « Beaucoup. Mais avant de continuer, je dois vous dire quelque chose. » Elle le fixait du regard, attendant. « Lorsque j'ai trouvé ces négatifs, j'ai consulté la liste des personnes présentes sur les lieux ce jour-là, et j'ai découvert un nom qui ne figurait pas dans les registres officiels, celui d'un assistant temporaire, embauché par l'entreprise de décoration. Il est arrivé, mais il n'y a aucune trace de son départ. Le silence qui suivit cette révélation était dense, presque palpable. Claire sentit un mélange de froid et de colère la parcourir. L'intrigue secondaire commençait à se mêler au conflit principal. Une nouvelle complexité apparaissait, amplifiant inévitablement la tension. « Je dois savoir qui est cette personne », a-t-elle déclaré, « et pourquoi elle n'a jamais participé aux enquêtes. » Étienne a fermé les négatifs. C'est ce que nous allons découvrir. Le silence qui s'installa dans la petite pièce de atelier, l'enveloppe du photographe, était si épaisse qu'elle semblait peser lourd. Madeleine restait assise, les mains tremblantes, le visage pâle, comme si elle venait de voir un fantôme. Antoine, près de sa mère, s'efforçait de respirer régulièrement, comme il l'avait appris en thérapie. Devant eux, Augustin, visiblement inquiet, tenait l'enveloppe de papier photographique du bout des doigts, comme si elle brûlait. Il déglutit difficilement avant de parler. « Madeleine, Antoine, ce que je vais vous montrer, je ne l'ai dit à personne depuis 20 ans. » La phrase a fait l'effet d'un coup de poing dans le vide. Madeleine se laissa aller en arrière sur sa chaise, agrippant la coudoir. « 20 ans ?» répéta-t-elle, incrédule. « Vous saviez où était mon fils pendant que toute la police ratissait la ville. » Augustin ferma les yeux un instant. « J'en savais plus que je n'aurais dû, mais pas tout. Et pendant longtemps, j'ai cru l'avoir mal interprété. » Il ouvrit l'enveloppe et en sortit une seule photographie, agrandie, en noir et blanc, marquée par le temps, mais soigneusement conservée.
Il la retourna lentement. Le monde sembla s'arrêter. La photo montrait la petite chapelle, quelques minutes avant la cérémonie. Les invités commençaient à arriver, des fleurs ornaient les compositions florales, et le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la terrasse. Mais ce n'était pas ce qui attirait le regard. Ce qui captura le regard, c'était une silhouette, presque imperceptible, derrière le muret du jardin. Une petite silhouette, un garçon en costume clair, regardant en direction de l'appareil photo, ou plutôt regardant Augustin, qui avait immortalisé l'instant sans s'attarder sur ce détail. Les yeux de l'enfant étaient grands ouverts, comme surpris. Il semblait prêt à s'enfuir. Antoine, voyant la photographie, porta sa main à sa bouche. « C'est moi », murmura-t-elle, la voix brisée. Mais quelque chose de plus inquiétant se dégageait de l'image. Derrière le garçon, partiellement dissimulé par l'ombre d'un cyprès, se tenait une seconde silhouette, grande, mince. Un adulte, le visage incliné sur le côté, elle observait le garçon. Mais l'ombre masquait presque tout, à l'exception d'une montre de poche suspendue à une chaîne qui reflétait la lumière. Madeleine a perdu le souffle. « Mon Dieu, je connais cette montre !» Antoine se tourna vers elle, perplexe. « Maman !» Elle porta la main à son collier dissimulé sous sa robe, comme pour se protéger. « Cette montre, elle appartenait à votre père. Celle qu'il portait tous les jours, du travail jusqu'au soir. C'était sa fierté. Un cadeau de mon beau-père lorsqu'il a rejoint l'entreprise familiale. » Antoine devint encore plus pâle que d'habitude. « Papa ? Non, ce n'est pas possible. » Mais Augustin poursuivit, la voix tremblante à peine, comme s'il libérait enfin quelque chose qui le tourmentait depuis des décennies. « J'ai développé cette photo le soir même, quand j'ai remarqué cette ombre, cette montre, ce geste de la personne qui tenait quelqu'un. J'ai été paralysé. Mais quand je suis allé en parler au commissaire, quelqu'un m'a intercepté, quelqu'un de la famille. » Madeleine ferma les yeux très fort. Augustin a poursuivi. « Ton grand-père, Antoine, il est venu me chercher à ma porte. Il m'a dit d'oublier ce que j'avais vu. Il a dit que certains secrets protègent plus qu'ils ne détruisent, et que si je lui montrais la photo, je serais tenu pour responsable de quelque chose que je n'avais pas causé. » La mère d'Antoine porta ses mains à son visage. « J'ai su que quelque chose n'allait pas ce jour-là, quand votre grand-père a insisté pour emmener votre père pour une conversation privée. Mais je n'aurais jamais imaginé. » Antoine fixa sa mère mal à l'aise. « Vous voulez dire que mon père m'a emmené? Mais pourquoi? Où ?» Madeleine poussa un soupir de soulagement, s'efforçant de rassembler des souvenirs qu'elle avait refoulés pendant des années dans un coin obscur de son esprit. « Ton père était désespéré à cette époque. Il disait que je ne pouvais pas épouser Charles. Il disait que Charles était dangereux, instable, mais il n'a jamais expliqué pourquoi. Le jour du mariage, il s'est disputé avec moi. Il a dit qu'il préférait perdre un fils plutôt que de le confier à une famille condamnée. » Antoine s'agrippa au bord de la table. « Mais j'ai disparu quelques heures après cette dispute, et personne ne l'a interrogé fermement. » Madeleine secoua la tête avec amertume. Il était respecté. On le croyait incapable d'une chose pareille. Et quand vous êtes arrivé des années plus tard, traumatisé, incapable de parler, la version selon laquelle quelque chose d'horrible s'était produit, sans désigner de coupable, convenait à tout le monde. Augustin posa la photo sur la table, en la tournant davantage vers la lumière. « Antoine, sur la photo, tu n'as pas l'air terrifié par la personne à côté de toi. Tu n'as pas l'air d'avoir été kidnappé. Tu as l'air obéissant. Comme si tu fuyais quelque chose qui n'était pas toi. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. « Fuir? De quoi ?» Augustin prit une profonde inspiration, puis révéla. « Parce que cette photo n'a pas été prise 2 heures avant le mariage. » Il a pointé du doigt le coin de l'image. « L'horloge de la tour indique 15 minutes après l'heure à laquelle vous avez officiellement disparu. » Madeleine posa sa main sur sa poitrine. Antoine demanda d'une voix faible, « Alors, si je n'ai pas disparu 2 heures plus tôt, qui était le garçon que tout le monde a vu quitter l'église à ce moment-là ?» La révélation planait dans l'air, menaçante, ouvrant un nouvel abîme sous leurs pieds. La question d'Antoine
résonnait encore comme un écho tenace. Madeleine serra les lèvres, s'efforçant de se remémorer des détails qu'elle avait toujours évité de revisiter. Augustin ramassa délicatement la photographie, comme s'il craignait qu'elle ne se brise entre ses doigts. Son expression trahissait qu'il portait encore bien plus, beaucoup plus, en lui. Quand je me suis rendu compte que l'heure était incorrecte, poursuivit Augustin, je suis retourné à mes notes de l'après-midi. Je note toujours tout. L'heure, la lumière, la position, c'est une habitude de travail. Mais cette fois-ci, quelqu'un a touché à mes pellicules. Je ne m'en suis rendu compte que parce que l'une d'elles était à l'envers. Au développement, c'était la seule qui était correcte. Madeleine fronça les sourcils. Le seul préservé? Augustin acquiesça. Le seul à avoir échappé à celui qui a tenté de tout chambouler pour que plus rien n'ait de sens. Antoine sentit un frisson lui parcourir la nuque. Pensez-vous qu'ils aient essayé d'effacer toute trace? J'en suis presque certain, répondit le photographe. Mais cette image a échappé à la vigilance, peut-être par négligence, peut-être par précipitation, peut-être parce que quelqu'un a cru que l'ombre ne révélait rien. Madeleine tapotait du doigt sur la table. Mais si Antoine n'a pas disparu au moment où nous le pensions, et si sur cette photo il apparaît avec quelqu'un portant la montre de son père, qui était l'enfant que tout le monde a vu sortir en courant de l'église avant la cérémonie. Antoine ramassa la photographie et la fit tourner entre ses doigts. 20 ans ont passé, et jusqu'à présent, je croyais que la personne que tout le monde voyait s'enfuir, c'était moi. Cela faisait partie de mes souvenirs fragmentés. Mais maintenant, il déglutit difficilement. Maintenant, je ne sais plus. Augustin s'essuya nerveusement les mains sur son tablier. Il y a une autre chose que vous devez voir. Il ouvrit le tiroir verrouillé, sortit une autre enveloppe, plus épaisse, et étala plusieurs miniatures de contact sur la table. De petites photos numérotées qui étaient des négatifs agrandis, juste ce qu'il fallait pour l'analyse. Il en sortit 2 et les plaça côte à côte. Dans la première, la silhouette du même enfant est apparue derrière le mur. Sur la seconde image, prise quelques secondes plus tard, une ombre plus grande s'approchait du même endroit, mais l'enfant n'était plus là. Antoine se pencha en avant pour observer. Cette deuxième silhouette n'est pas la même que celle de la première image. La posture est différente. Le corps est plus large. Le visage est caché par l'ombre, mais il ne s'agit clairement pas du même adulte que sur la première photo. Augustin a confirmé, exactement. Ce n'est pas la même personne, les yeux de Madeleine s'écarquillèrent. Il y avait donc plus d'une personne impliquée? Le photographe prit une profonde inspiration. Je le crois. Et ils n'étaient pas alliés. La succession d'ombres, la vitesse, tout indique qu'ils n'étaient pas ensemble. On dirait plutôt une poursuite. Une recherche. Antoine recula lentement. Donc, quelqu'un a enlevé le garçon de la première photo, et une autre personne l'a poursuivi. Il regarda sa mère. « Maman, te souviens-tu de quelqu'un dans la famille qui avait des problèmes avec mon père? Quelqu'un qui aurait pu vouloir s'en mêler ?» Madeleine ferma les yeux, essayant de se remémorer des souvenirs du passé. Il y avait des tensions, bien sûr. Des discussions sur l'entreprise, des dettes cachées, mais rien concernant des enfants. Elle hésita, mais il y avait une personne que son père craignait, non pas à cause de la violence, mais à cause du pouvoir. Son père disait que cette personne avait des bras assez longs pour étouffer n'importe quelle vérité. Antoine fronça les sourcils. OMS. Madeleine ouvrit lentement les yeux. Ton grand-père. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Antoine sentit son estomac se nouer. Mon grand-père, mais il s'est toujours présenté comme le grand protecteur de la famille. Comment? Un voix sensée. Augustin posa ses mains sur la table. Il y a 20 ans, quand j'ai voulu remettre la photo au commissaire, il s'est présenté à ma porte avant même que j'arrive au commissariat. Il savait que la photo existait. Comment? Je me pose encore la question aujourd'hui. Antoine passa la main dans ses cheveux, agité. Cela signifie qu'il surveillait tout. Madeleine termina dans un murmure, ou alors il était impliqué dès le début, mais le photographe secoua la tête.
Ce n'est pas le plus étrange. Il ramassa une autre miniature de contact, plus petite, presque imperceptible. C'est ça. L'image montrait le côté de la chapelle, saisi en un instant. Derrière un groupe d'invités, un enfant, de la même taille qu'Antoine à ce moment-là, courait vers le parking. Jusqu'à cet instant, la scène ressemblait à la fameuse évasion dont tout le monde avait déjà été témoin. Mais quelque chose clochait. Antoine rapprocha son visage de la photo en plissant les yeux. « Ça » murmura-t-il. « Cet enfant ne porte pas mon costume. » Madeleine s'est figée. « Comme ça, le pantalon est différent, » expliqua Antoine. « Mon costume avait une coupe droite classique. Celui-ci a un ourlet italien, replié. Et la veste, la mienne, avait 2 boutons. Celle-ci en a 3. Je me souviens pourquoi je la détestais. » Augustin a ajouté. Donc, l'enfant qui s'est enfui devant des dizaines de témoins, ce n'était pas vous. Madeleine porta la main à sa poitrine, abasourdie. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Alors, il y avait un autre garçon, un garçon déguisé en page, quelqu'un qui prétendait être moi, ou qui avait été placé là pour semer la confusion. La conclusion qui s'est imposée était effrayante. Et ce garçon n'a jamais été identifié. La révélation que le garçon aperçu en train de s'enfuir n'était pas Antoine s'abattit sur tous comme une ombre glaciale. Pendant 20 ans, la vérité avait été là, dissimulée dans des détails si infimes que personne n'osait la remettre en question. Mais à présent, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler et l'énigme prenait une tournure bien plus sombre. Antoine resta silencieux quelques secondes, les yeux rivés sur la photo agrandie. Le monde entier semblait se rétrécir autour de ce rectangle de papier. « Si ce garçon n'était pas moi, dit-il d'une voix rauque, alors quelqu'un m'a remplacé, ou a essayé de dissimuler ma véritable évasion. » Madeleine porta sa main à sa bouche. « Mais pourquoi? Qui mettrait un autre enfant à la place de mon fils ?» Augustin passa la main dans ses cheveux gris, visiblement tendus. Il y avait quelque chose que je n'avais jamais su expliquer, mais maintenant c'est plus clair. À la fin de la cérémonie, après toute cette agitation, j'ai trouvé un vêtement d'enfant derrière la chapelle. Une petite bretelle, chère et de belle facture, mais elle ne s'accordait pas avec le costume d'Antoine. « Tu as gardé ça ?» demanda Antoine. « Non, » soupira tristement Augustin. Je l'ai remis à la police. Ils n'ont jamais retrouvé le propriétaire. Ils ont simplement supposé qu'il s'agissait d'un objet perdu dans la confusion. Madeleine murmura, du moins, c'est ce qu'il voulait croire. Antoine recula d'un pas, s'appuyant contre l'étagère. Et puis il y avait un autre garçon. Un vrai garçon, de chair et de sang, qui courait devant tout le monde, un garçon qui a disparu comme moi, mais que personne n'a cherché. Augustin s'approcha et déposa une autre photo sur la table. Une image floue, mais suffisamment nette pour distinguer une partie du visage du garçon fugueur, un menton arrondi, des joues plus pleines que celles d'Antoine à l'époque. Un visage différent. Antoine fronça les sourcils. « Je n'ai jamais vu cet enfant auparavant. » Madeleine a également examiné l'image. « Ce n'est pas un cousin. Ce n'est pas un voisin, ce n'est pas un enfant invité, j'en suis sûr. » Le silence qui suivit était presque insupportable. Alors Augustin dit, d'une voix basse, empreinte de peur, « Il y a quelque chose d'encore plus étrange, quelque chose que j'ai découvert il y a seulement 2 semaines. » Madeleine et Antoine levèrent les yeux. Augustin s'assit, prit une profonde inspiration et les fixa tous les deux. Quand j'ai finalement décidé de revoir toutes les photos de ce jour-là, j'ai trouvé un mot qui n'était pas de moi sur une pellicule. Un tampon. Il y avait des initiales, FCB. Je n'avais jamais vu ça. Je suis allé discrètement voir ce que c'était. Antoine fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Le photographe hésita, choisissant soigneusement ces mots. « Fondation de la Charité Blanche ». Il observa leur réaction. Une institution philanthropique ancienne et extrêmement discrète. Elle œuvre dans les domaines de l'adoption, du placement familial et des programmes de protection de la famille. Mais quoi ?» insista Madeleine. «
mais elle traîne un lourd passé d'accusations concernant le déplacement forcé d'enfants dans les années 1990 et au début des années 2000. Des affaires étouffées, des sommes considérables en jeu, et un détail important, son père, Madeleine, était membre de leur conseil financier. Madeleine a sursauté sur sa chaise. « C'est absurde, il ne ferait jamais ça !» Mais la phrase resta coincée dans sa gorge. Ses yeux s'écarquillèrent, lentement, comme si un souvenir qui avait toujours été là avait enfin refait surface. Antoine s'en rendit compte. « Maman, de quoi te souviens-tu » Elle porta sa main à son front. Une conversation, une phrase. Il avait dit, des mois avant le mariage, que certaines familles ne méritèrent pas d'élever certains enfants. Je pensais qu'il parlait de cas internes, pas de notre famille. Antoine sentit son estomac se nouer. Augustin a poursuivi la présence de cet enfant inconnu au mariage, la disparition d'Antoine, la montre du père, l'intervention du grand-père avant que la photo n'arrive à la police. Tout cela semble moins une coïncidence qu'une opération. Quelque chose de prévu, conclut Antoine, son expression se durcissant. Madeleine semblait sur le point de pleurer. Mais pourquoi? Pourquoi mon père aurait-il fait une chose aussi terrible? Antoine respira profondément, le visage plus grave que jamais. Peut-être n'étais-je jamais la cible. Il montra du doigt la photo du garçon fugueur. Peut-être que la véritable cible était ce garçon. Puis, d'un ton glacial qui fit frissonner Madeleine, et peut-être que j'ai été enlevé, juste pour dissimuler sa disparition. La révélation a été un coup de poignard. Augustin ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment précis, quelqu'un frappa à la porte du studio, un rythme ferme et précis. 3 robinets. Ils se regardèrent tous les 3, paralysés. Augustin se leva lentement, pâle comme de la cire. « Je n'attends personne. » On continua à frapper. 3, secs, identiques. Antoine murmura « Ne l'ouvrez pas encore ». Madeleine tenait le bras de son fils, la voix tremblante. « Si c'est bien la personne que je crois, nous sommes en danger. » Les coups cessèrent, brusquement, laissant place à un silence pesant. Non pas le silence naturel d'un espace clos, mais une immobilité qui trahissait une présence. Antoine fit un pas en avant, tandis qu'Augustin restait immobile, comme si le moindre mouvement pouvait déclencher quelque chose d'invisible. Madeleine regarda son fils avec une urgence silencieuse. « Antoine, ne fais rien d'irréfléchi. » Mais il était trop tard. La curiosité et maintenant la suspicion le plongeaient dans un état d'alerte qu'il n'avait jamais connu. Il s'approcha lentement de la porte, sentant son cœur battre la chamade, presque douloureusement. Chaque pas semblait raviver des décennies de questions sans réponse. Lorsqu'il atteignit le loquet, il laissa ses doigts se poser sur le métal froid. « Arrêtez !» La voix d'Augustin déchira l'air. « Si quelqu'un voulait vraiment entrer, il l'aurait déjà fait. Ils veulent que vous ouvriez la porte. Il s'agit d'une question de contrôle, pas d'une menace immédiate. » Antoine recula légèrement, mais pas suffisamment pour paraître intimidé. Le photographe s'approcha et, sans ouvrir les yeux, demanda « Qui est là ?» Silence. Puis, une enveloppe fut glissée par la fente en bas de la porte. Petite, blanche, sans adresse de retour. Tous 3 fixèrent l'objet comme s'il s'agissait d'un engin explosif. Antoine se baissa, ramassa l'enveloppe et la déposa sur la table d'une manière presque rituelle. Il s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule photo, une photo récente, imprimée en haute qualité. C'était l'image d'un homme, entre 25 et 30 ans, fixant intensément la caméra. Un paysage urbain en arrière-plan. Cela pourrait être Lyon, Toulouse, n'importe quelle ville française. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose de familier dans son visage. « Qui est-ce » demanda Madeleine, la voix brisée. Augustin rapprocha son visage de la photo en ajustant ses lunettes. « Il ressemble à le garçon du mariage, celui qui est tombé ce jour-là, en plus adulte. » Antoine déglutit difficilement.
Et quelqu'un sait exactement où il se trouve maintenant. Au dos de la photo figurait une adresse écrite à la main. C'était tout. Aucune signature. Madeleine recula, effrayée. Ceci est un avertissement. Ou un piège. C'est une réponse, corrigea Antoine, sa détermination grandissant. Quelqu'un veut que je voie cet homme. Il se tourna vers Augustin. Tu viens avec moi. Le photographe hésita. Antoine, toute cette histoire t'a déjà volé 20 ans de ta vie. Tu n'as pas besoin de prendre de risques maintenant. C'est exactement pour ça, répondit Antoine. J'en ai marre de fuir les questions. Maintenant, je veux des réponses. Madeleine a tenté d'intervenir. Je ne te laisserai pas partir seul. Antoine lui tenait fermement les mains. Maman, je dois y aller, mais tu ne peux pas venir. Pourquoi? Parce que je ne crois pas tout ce que tu sais. Les mots lui ont échappé avant qu'il puisse les atténuer. Je t'aime. Mais il y a des choses que tu ne m'as pas dites, même sans t'en rendre compte. Madeleine resta immobile. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Mais quelque chose en elle sembla se briser dans un craquement silencieux. Augustin posa sa main sur l'épaule d'Antoine. « Je l'accompagnerai. Je connais ce genre de sentier. Je sais reconnaître quand on est surveillé. » Avant de partir, Antoine a pris son portefeuille, son téléphone portable et la montre de son grand-père. Il le posa sur son poignet comme pour sceller un pacte. Tous trois se dirigèrent vers le parking, situé derrière le studio. L'air était lourd, un léger brouillard commençait à se former. La ville semblait retenir son souffle. Augustin ouvrit la portière de la voiture. L'adresse se trouve à 20 minutes d'ici. Dès qu'ils furent entrés et que les portes furent fermées, Antoine remarqua un voyant rouge clignotant sur le tableau de bord. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. « C'est à vous ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Augustin en plissant les yeux. « Et il n'était pas là avant. » C'était un petit appareil, fixé avec un adhésif, un tracker, actif. Antoine jeta violemment l'objet hors de la voiture. Il atterrit sur l'asphalte, clignotant encore. « Ils me suivent à la trace », a-t-il déclaré. « Mais ça ne m'arrêtera pas. » La voiture dévala la route étroite à toute vitesse, laissant derrière elle le studio et le mystère qui commençaient enfin à se dessiner plus clairement. L'adresse les mena à un immeuble résidentiel simple, mais bien entretenu. Une rangée de klaxons, des noms effacés avec du ruban adhésif. Aucune trace de l'homme de la photo. Antoine a sonné à l'interphone correspondant au numéro indiqué au dos de l'image. Un long silence pesant. Puis, une voix masculine ferme et calme. « Vous avez pris votre temps. » Augustin et Antoine échangèrent un bref regard. « Qui êtes-vous » demanda Antoine. La porte s'ouvrit avec un clic. « Montez, au 5e étage. » C'est tout. L'ascenseur semblait interminable, grinçant à chaque mètre. Arrivé au 5e étage, la porte 504 était ouverte. Pas grande ouverte, mais légèrement entr'ouverte, comme une invitation savamment orchestrée. Antoine poussa lentement. À l'intérieur, un appartement modeste, mais organisé avec une précision quasi mathématique. Des photographies encadrées recouvraient les murs, des villes, des anonymes, de vieux titres de journaux, des images floues de caméras de surveillance. Et au centre de la pièce, comme si elle avait attendu ce moment pendant 20 ans, l'homme sur la photo était présent. Il se leva lentement, faisant face à Antoine, avec des yeux emplis de quelque chose qu'Antoine ne put identifier immédiatement. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas de la peur. C'était une reconnaissance. « Nous nous rencontrons enfin, » dit l'homme, en faisant 2 pas en avant. « Je m'appelle Hugo. » Antoine n'a pas cligné des yeux. « Tu es le garçon du mariage. » Hugo hocha la tête. « Et toi ?» Il prit une profonde inspiration. « Tu as pris ma place. » Le silence qui s'installa était si profond qu'il semblait couvrir 2 décennies d'histoire. Le silence qui suivit les paroles d'Hugo sembla emprisonner chaque interstice de l'appartement exigu. Antoine était paralysé. Il avait même du mal à respirer. C'était comme contempler un reflet déformé du passé, à la fois familier et étrange. « Chez moi ?»« Qu'est-ce que ça veut dire ?» répéta Antoine d'une voix rauque. Hugo ne détourna pas le regard. « Cela signifie que, ce jour-là, à ton mariage, je n'aurais pas dû être là, mais j'y étais, forcé,
caché. Tu as disparu parce que tu avais besoin de disparaître. J'ai disparu parce que quelqu'un m'a emmené. » Augustin s'avança, tentant d'analyser chacun des gestes de l'homme. « Vous dites que vous avez été kidnappé ?» Hugo hocha la tête calmement. « J'ai grandi en croyant avoir été légalement adopté. C'est ce que disaient mes parents. Jusqu'à ce que je découvre une boîte cachée au grenier, de vieux articles de presse, des photos floues, des documents contradictoires. Tout était lié à Fondation de la Charité Blanche. » Il regarda Antoine droit dans les yeux. « Et à votre nom de famille ?» Madeleine pâlit de ceux. « Non, ce n'est pas possible. J'ai passé des années à enquêter, » poursuivit Hugo, « jusqu'à ce que je découvre que, le jour de votre disparition, Antoine, vous étiez la cible d'une sorte de déplacement préventif. Votre grand-père pensait que votre mère n'était pas capable de vous élever. Ils avaient prévu de vous emmener discrètement et de vous confier à votre tuteur légal à la Fondation. » Antoine sentit sa bouche s'assécher. « Étais-je la cible ?» Hugo secoua la tête. « Non. » Il prit une profonde inspiration. « C'était moi. Mais dans la confusion, ils nous ont confondus. Ton évasion et l'intervention de ta mère ont tout gâché. J'ai été emmené à ta place. Toi, tu as disparu de ton propre chef. » Madeleine chancela en arrière, la main sur la poitrine. « Mon père a planifié ça, mais pourquoi? Quel lien avez-vous avec notre famille ?» Le visage d'Hugo prit une expression de douleur ancestrale. « Ma mère biologique était une de ses employées, une femme qu'il a tenté de faire taire lorsqu'elle a menacé de révéler ce que la Fondation faisait réellement à certains enfants. J'étais une forme de punition. Et toi, dit-il en désignant Antoine du doigt, tu étais un moyen de faire taire toute rébellion familiale. » Antoine ferma les yeux, sentant la révélation le traverser de part en part. « Alors, murmura-t-il, je n'ai pas été kidnappé, je me suis enfui. Et personne ne m'a trouvé parce que ils ne me cherchaient pas. Ils dissimulaient l'erreur qu'ils avaient commise en vous enlevant. » Hugo sourit amèrement. « Oui. » La tension s'est dissipée juste assez pour que chacun puisse respirer. « Pourquoi nous avez-vous fait venir ici ?» demanda Augustin. « Par compassion, par vengeance ?» Hugo s'approcha d'une petite table, prit un mince dossier et le tendit à Antoine. « En conclusion, la vérité m'a libéré, mais elle m'a aussi détruite. J'avais besoin que tu le vois, que tu comprennes. » Il hésita. « Je vous rends l'histoire qui a été volée. À vous de décider ce que vous en ferez. » Antoine ouvrit le dossier. Des documents, des lettres, des noms. La preuve directe des opérations clandestines de la Fondation, certaines signées par son propre grand-père. Madeleine se mit à pleurer en silence. Antoine regarda Hugo. « Et vous, qu'allez-vous faire ?» Hugo sourit. Non pas un sourire de paix, mais le geste de quelqu'un qui accepte sa propre part d'ombre. « Je l'ai déjà fait. J'ai tout signalé. La police est en route. Pour toi et pour moi. Aujourd'hui, la vérité éclate. Peu importe désormais qui en paiera le prix. » La sonnette retentit, brisant l'air comme du verre. Antoine ne savait pas si c'était la fin ou le début, mais pour la première fois, il savait exactement qui il était et qui il n'était pas. Et cela a finalement suffi. Un silence de mort s'abattit sur la pièce, lorsqu'Étienne, désormais adulte, sûr de lui mais visiblement bouleversé, fit face au photographe Henri. Le vieil appareil photo reposait sur la table, comme s'il attendait lui aussi la fin de l'histoire qu'il avait portée pendant 20 ans. Henri prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais voulu rien cacher, mais je n'ai jamais pu le dire à personne non plus. » Les invités, qui avaient été auparavant divertis par des desserts et des conversations animées, se penchèrent instinctivement en avant pour écouter. Henri ouvrit le compartiment secret de l'appareil photo, dont personne ne soupçonnait l'existence, et en sortit une petite enveloppe ancienne. Une seule phrase manuscrite y figurait. « À révéler seulement lorsque tout le monde sera prêt à le savoir. » L'enveloppe était scellée à la cire rouge. Claire, désormais mère de 2 enfants, toucha l'épaule de son frère. « Voulez-vous l'ouvrir »
Étienne hocha la tête, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une photographie, nette, bien éclairée, contrairement aux autres prises ce jour-là. L'image montrait le petit Page à l'âge de 10 ans, dans une modeste maison, assis à côté d'une femme inconnue. Derrière la photo, un message. « Je suis Margot, je suis ta mère ». Le monde d'Étienne s'est effondré. Claire laissa échapper un cri étouffé. Henri ferma les yeux comme enfin libéré d'un poids. Elle n'avait aucun moyen de l'élever, expliqua le photographe à voix basse. Mais je voulais le voir une dernière fois avant votre départ pour la cérémonie. Elle m'a demandé de garder le secret et elle est décédée 2 mois plus tard. Étienne regarda la photographie comme si le temps s'était arrêté. La question qui le hantait depuis 20 ans. L'absence inexpliquée, la disparition soudaine. Tout, finalement, avait du sens. La Page n'avait pas disparu, je n'étais pas perdu. Il était avec la seule personne qu'il ne pourrait jamais appeler mère, jusqu'à présent. La salle n'était plus la même. Les murmures s'étaient mués en un silence respectueux, et les lumières dorées semblaient plus douces, comme si elles aussi comprenaient que ce moment n'appartenait pas au mariage, mais à la vie, à cette partie de la vie que personne ne peut planifier, prévoir ou répéter. Étienne tenait la photographie à 2 mains, comme s'il craignait que le passé ne lui échappe à nouveau. Ses yeux embués de larmes reflétaient non seulement de la tristesse, mais aussi une sorte de compréhension profonde, propre à la maturité, qui ne s'acquiert que lorsque l'enfance trouve enfin des réponses. Claire s'approcha lentement et l'enlaça. Ce fut une longue étreinte silencieuse où 20 ans de mystère se dissipèrent en un seul geste. Elle murmura, la voix tremblante, « Tu n'as jamais été seul, Étienne, jamais. Et maintenant tu le sais. » Henri resta immobile, comme s'il attendait un jugement silencieux. 20 ans de secret valent mieux que 20 ans à portée du matériel photographique. Il observa le jeune homme devant lui, et dans un murmure, ajouta « Elle t'aimait, même si elle ne pouvait pas rester. » Étienne ne répondit pas immédiatement. C'était comme si chaque mot devait traverser un brouillard ancestral avant d'atteindre le cœur. Il prit une profonde inspiration. « Merci de lui avoir permis de me voir. » Ce fut la première phrase qui a véritablement brisé la tension. Henri s'est effondré en larmes, discrètes, contenues, mais réelles. « Je suis désolé d'avoir disparu avec toi ce jour-là. J'ai seulement fait ce que je pensais nécessaire pour elle, et ce que tu méritais. » Claire tenait la main du photographe. « Tu as bien fait, même si c'était difficile pour nous tous. » Les invités, qui s'étaient montrés attentifs, retrouvèrent peu à peu l'ambiance festive. Mais quelque chose avait changé. L'histoire circula discrètement parmi la famille, les amis et les voisins. Non pas comme un scandale, mais comme l'une de ces histoires qui incitent chacun à repenser sa propre vie, ses propres absences, ses propres souffrances silencieuses. Les mariés, observant la scène de loin, décidèrent de s'effacer. Après tout, ce mariage allait involontairement marquer la nuit où une vieille énigme trouverait enfin la paix. Plus tard, à l'extérieur de la salle, la fraîcheur légère de la nuit française faisait scintiller l'herbe autour du château où se déroulait le mariage. Étienne sortit prendre l'air. Claire le suivit peu après, portant 2 coupes de vin pétillant. « Pensez-vous que les choses auraient été différentes si nous avions su plus tôt ?» a-t-elle demandé. Étienne observa le reflet de la lune dans le verre. « Peut-être, mais j'ai compris quelque chose aujourd'hui. » Elle le regarda avec curiosité. « Quoi ? La vérité n'arrive pas quand on le souhaite. Elle arrive quand on est capable de la supporter. » Claire sourit. Non pas un sourire joyeux, mais un sourire qui reconnaît la réalité et malgré tout l'accepte. Maman aurait aimé entendre ça. Et Margot aussi. Le nom est sorti avec une facilité déconcertante. Avant leur retour à la fête, Henri s'approcha de nouveau, tenant quelque chose délicatement. « J'ai trouvé autre chose. Elle m'a demandé de la lui donner, mais j'ai pensé que cette partie ne devait être donnée que lorsque vous seriez prêt. » C'était une petite broche en argent, avec des initiales gravées dessus. M.L. Margot Lefebvre. Étienne le ramassa avec précaution. Elle était légère, mais elle semblait porter le poids de toute l'histoire. Il regarda le photographe, puis Claire, et prit une profonde inspiration. « Je pense... maintenant. »
Je le suis. Henri hocha la tête, visiblement ému. De retour dans la salle, la musique reprit. Les gens dansaient, souriaient et trinquaient à nouveau. La vie reprenait son cours. Mais sur cette table d'angle, où reposait un vieil appareil photo, il y avait désormais une place réservée. Un petit cadre contenant la photographie nouvellement découverte. Pas comme une blessure, pas en secret, mais comme un souvenir. La preuve que même les histoires interrompues peuvent un jour reprendre. Et que la vérité, lorsqu'elle éclate enfin, ne détruit pas. Gratuit.